Estelle est absente et Jérôme également. Du coup, qui c'est qui nous manque? Pourquoi t'as manqué moi? Non, c'est bon, c'est bien. Oui. Ok, bon bah écoutez, on va pouvoir on ferme la porte. Je vous propose qu'on débute. Laurent, si tu veux, tu peux te mettre dans le bus. Même David, tu peux te mettre dans le bus en fait. Ouais. Si vous restez. Oui, on voit plus à lecture, mais ouais. Je vous propose de débuter le conseil municipal par la présentation. Donc une présentation, vous savez, qui était prévue lors d'un soir de match du monde. Ouais, celui-là, ouais. Voilà, donc par la suite, il y avait Velocita Énergie et Alinac Énergie. Je vous laisse vous présenter et puis faire la présentation. Bonsoir, merci de nous recevoir pour cette présentation. Je suis Marie Zet, je suis la directrice de l'Alinac Énergie, qui est du coup une société Jacques Fallo, je suis président de l'Alinac Énergie. On est une société de développement et d'accompagnement en énergie renouvelable. Et on travaille main dans la main avec Velocita Énergie sur les volets éoliens terrestres sur la Bretagne. Cédric. Et donc, c'est Cédric Aliguel, je suis donc responsable ouest pour Velocita Énergie. Je vais laisser l'Alinac Énergie vous faire la présentation, puis je serai là pour répondre aux questions à la fin de la présentation, où j'aborderai surtout l'aspect économique. Voilà. Donc, la raison de notre présence ce soir ici, c'est de vous présenter rapidement des grands chiffres sur Velocita et sur Alinac, sur l'éolien, pour vous donner un petit peu des éléments complexes qu'on oublie parfois ou qu'on n'a pas forcément. Et ensuite, Marianne va vous détailler un petit peu plus ce que pourrait être un projet éolien sur la commune de Saint-Abraham. Et Cédric conclura sur la valeur ajoutée pour le territoire et sur les retombées économiques. Donc, globalement, on est plutôt sur un mode de 20 minutes de présentation et 10 minutes d'échange, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant la présentation à nous interrompre si besoin, et on vous l'enverra à l'issue du conseil sur le mail de la mairie, sur l'histoire. Donc Velocita, en quelques chiffres, c'est un développeur éolien qui couvre l'ensemble des projets éoliens, depuis le développement jusqu'à l'exploitation et le démantèlement. Historiquement, basé à Paris avec des projets plutôt dans l'est de la France. Et ils ont ouvert il y a quelques années, 3 ans, 4 ans maintenant, une agence à Rennes pour développer l'activité sur le Grand Ouest. Et depuis 2 ans, un partenariat avec nous, spécifiquement sur la Bretagne. Donc globalement, c'est une dizaine d'années d'expérience. Il y a 87 turbines aujourd'hui qui tournent, 15 qui seront installées d'ici 2024. Donc sur l'éolien, je ne vais pas rentrer. La présentation sert également de support, comme on va vous l'envoyer derrière, donc on ne va pas faire de la lecture approfondie. Si vous avez des questions de toute façon ultérieurement, vous n'hésitez pas. Sur la France, ce qui est intéressant à regarder, c'est la partie gauche. Donc on a quand même à peu près 8500 machines qui sont installées aujourd'hui en France. Ça représente 20 gigawatts de puissance, donc c'est quand même assez important. Ça couvre en moyenne sur l'année 10% de la production électrique française, de la consommation électrique française, pardon. Et la filière génère environ 22 000 emplois, un peu plus de 22 000 emplois. Sur la Bretagne, donc là je vais partir sur la droite de la planche. Donc en Bretagne, on a un contexte de péninsule énergétique. Il y en a 2 en France, il y a le sud-est et la Bretagne, avec des consommations importantes et très peu de moyens de production. Du coup, pour faire face à cet enjeu, dès 2010, la région Bretagne a commencé à s'impliquer fortement sur le mix énergétique avec le pacte électrique, qui fixait des objectifs ambitieux de 1800 MW en 2020 qui n'ont pas été atteints.
Il y a plusieurs schémas directeurs et feuilles de route qui sont régulièrement émises. Et là, la dernière en date plutôt, c'était le SRADET qui fixe un objectif de 6000 gigawattheures à l'horizon 2030. Donc c'est 3 fois ce qui est installé aujourd'hui en 2021. Donc c'est très ambitieux, surtout là c'est installé et on connaît les temps de développement de ces projets-là. Donc c'est ambitieux. Et d'un point de vue énergétique éolien, la Bretagne c'est le 2e gisement en termes de vent en France, au niveau des régions. Par contre, le parc breton n'est que le 4e en nombre de machines et le 5e en puissance, parce qu'il y a beaucoup de vieux parcs en Bretagne. La Bretagne était relativement précurseur, mais c'était encore des petites machines à l'époque. Donc voilà. Notre approche, donc là c'est un point sur les quelques planches qui vont suivre, c'est des points qui sont très importants pour nous. C'est tout ce qui est la co-construction du projet. Un projet se fait entre des gens qui ont la connaissance technique, Velocita, entre le territoire et entre des experts. Et par exemple, sur la co-construction, c'est impliquer le territoire, et en particulier les riverains et les habitants, pour concerter le projet, pour décider ensemble des meilleures approches, etc. Et ça, c'est des choses qui se font avec un spécialiste de la concertation. Donc c'est géré ni par la MINAC, ni par Velocita, c'est des personnalités extérieures. Et le but, c'est de mobiliser, c'est d'impliquer les gens pour que, pas pour le simple plaisir de dire qu'on les écoute, etc., mais pour prendre en considération dès le début les différents enjeux, les différentes envies, les différents besoins, et peut-être faire apparaître des choses que nous, on n'avait pas identifiées en première instance, et également partager des informations qui ne sont pas forcément connues par tout le monde. Donc là, ces différentes façons de faire de la concertation, toutes ne seront pas mises en œuvre sur tous les projets, et toutes ne concernent pas tout le monde, mais ça va des réunions d'information en mairie, du porte-à-porte, ça peut être des visites de chantier, de parcs en construction par Velocita pour se rendre compte de ce que c'est qu'un parc éolien en phase de construction, des ateliers participatifs, des sites internet, des newsletters, enfin voilà, ça peut couvrir un vaste spectre. Et ça peut être également discuté avec vous, selon les manières dont vous discutez déjà avec les habitants, avec les riverains. Il y a peut-être déjà des choses qui sont mises en place dans lesquelles on peut s'intégrer. Je rajouterais juste un élément, c'est qu'en 2021, la Gazette des communes a élu donc, le lauréat Velocita Énergie, justement pour l'exemplarité sur un projet en matière de concertation. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des échanges, des discussions en amont, c'est vraiment tout un package d'informations qui est porté à la population à travers cette étude. Et donc l'application du territoire, elle peut se faire également de manière économique, capitalistique, en ouvrant une part de la société de projet aux acteurs du territoire, que ce soit les acteurs institutionnels, communes, communautés de communes, syndicats d'énergie, mais également potentiellement les résidents. Et c'est pareil, c'est pas juste le fait d'être présent dans la société de projet pour recevoir des dividendes, c'est également être décisionnaire dans la gestion du parc, avoir une voix au conseil d'administration de la société de projet et faire entendre sa voix. C'est des schémas qui sont mis en place selon la volonté des acteurs du territoire. Et qu'on soit en phase de développement de projet ou en phase d'exploitation de projet. On peut intégrer justement des actionnaires, que ce soit des résidents, des communautés de communes dans le projet. Et le dernier point sur l'implication du territoire, on en entend de plus en plus parler, c'est également le financement participatif. Donc par rapport à la planche précédente où c'est un investissement capitalistique dans la société, là, le financement participatif, c'est un petit peu tout un chacun qui remplace la banque en partie. Donc on prête de l'argent et on est remboursé avec un taux d'intérêt. Donc en général, c'est des prêts sur 2-3 ans avec des taux qui sont plus rémunérateurs que ceux d'un investissement de type livret A, PEA. Donc c'est des valeurs qui sont à la hausse en ce moment. Et on se situe aux alentours de 5 à 7%. Et c'est des choses qui ne concerne que les riverains. Après, le terme riverain peut être défini géographiquement, mais le but, c'est pas d'ouvrir du financement participatif pour que des gens de Savoie investissent sur des projets en Bretagne ou inversement.
Et encore une fois, c'est pas juste des mots, puisque du coup, Vélocita travaille avec Landosphère, qui est une plateforme reconnue et agréée sur le financement participatif, et il y a déjà eu une campagne de fait pour lever 10 millions d'euros en. Je vais laisser Marlène vous présenter les cartes. Passons du coup sur du concret avec une application et voir ce que ça pourrait être un projet éolien sur Saint-Abraham. Ce que je vous propose, c'est de regarder à des échelles différentes. On va commencer à peu près au niveau de la communauté de communes. Donc, Saint-Abraham est en bordure de la Comcom, donc du coup, on regarde en plus globalement ce qui passe aussi à côté. Et on va zoomer petit à petit pour voir du coup les zones qui ont été identifiées, la manière dont elles ont été identifiées, et comment on arrive à vous proposer aujourd'hui d'envisager un projet éolien sur la commune. J'ai remis des informations sur le PCAET, le plan climat air et énergie territoriale, que vous connaissez certainement mieux que moi, donc il est accessible, donc j'ai pu en prendre connaissance. C'est toujours intéressant aussi de voir les objectifs qui sont inscrits dans ce PCAET, sachant que c'est un objectif plus de planification. Mais ça donne quand même une ordre de grandeur et des idées sur ce qui peut être fait au niveau de la Comcom. Donc voilà, il y a des objectifs en termes d'énergie renouvelable qui sont donc multipliés par 4 la production d'énergie renouvelable sur le territoire. Énergie renouvelable, donc ne comprend pas que l'éolien terrestre bien sûr, mais l'éolien terrestre en fait partie. Et donc dans les projets qui sont déjà identifiés sur la communauté de communes, il y a le projet de carreaux et le projet de carrotoir qui sont déjà pré-identifiés. Il y a des zones, il y a déjà des choses bien pensées. Une autre solution pour augmenter la part de production d'énergie renouvelable sur le territoire, c'est aussi de redévelopper des parcs existants ou d'étendre des parcs qui existent déjà. On a déjà des éoliennes qui sont installées, on peut essayer de faire des extensions pour éviter de mettre des éoliennes un petit peu partout. Donc on essaye de réfléchir pour avoir une cohérence sur le territoire en termes d'impact paysager notamment. Voilà, donc il y a quand même une volonté inscrite de la part d'OBC d'avancer sur le développement des énergies renouvelables, ce qui est une bonne nouvelle. On zoome un petit peu plus. Saint-Abraham, comment ça s'est dessiné. Je vous explique comment on trouve les zones. Il y a beaucoup de zones en fait quand on fait nos cartes. Comment on trouve ces zones-là? C'est tout simplement les distances aux habitations. La réglementation, c'est 500 mètres minimum de distance entre les éoliennes et les habitations. Et on prend aussi en considération les différentes zones qui sont protégées d'un point de vue environnemental également, qui sont ce qu'on appelle des SNIEF, type 1, type 2, protection environnementale, c'est ce qu'il faut retenir. Et bien sûr, autre point important pour faire de l'éolien, il faut qu'il y ait de la ressource en vent, c'est quand même assez logique. Donc du coup, on sort des cartes avec plein de zones, on regarde un peu ce que ça peut donner, on prend aussi en considération d'autres choses comme par exemple les monuments inscrits et les monuments classés, pareil sur lesquels il y a une réglementation, on essaie d'être le plus loin possible dans la mesure de ce qui est réalisable, tout en prenant en compte la réglementation bien sûr. À Saint-Abraham, je n'ai trouvé qu'un seul, dites-moi si je me trompe, je crois que c'est au niveau du bourg, le cimetière. Un petit point rouge ici, au niveau du c'est pas le cimetière, c'est les croix. C'est une croix, c'est une croix. C'est dans le oui. Donc voilà, et donc la petite zone qui est délimitée en rouge, que vous verrez sur la scène prochaine, c'est la zone que du coup on a retenue pour Saint-Abraham. Il y en avait une autre au sud, elle a été écartée, elle était en présence de zone humide, elle était un peu petite, la topo n'était pas bonne, donc on l'a mise de côté, mais elle existe d'un point de vue purement technique. On a décidé de se concentrer sur cette zone au nord qui est à cheval sur Valboost. Il y a une petite partie aussi que l'on ne voit pas très bien ici. Si on regarde en plus de ça les différents parcs éoliens qui sont à proximité de Saint-Abraham, il y a le parc de Saint-Servant-Exio, qui du coup est en redéveloppement par Engie. De ce que j'ai lu dans la presse, il y a 6 éoliennes en ce moment, on peut en mettre moins, mais plus grandes. J'ai vu 150 à 179 mètres de mémoire. Voilà, donc ça c'est en cours. J'ai pas plus d'infos sur où est-ce qu'ils en sont, mais en tout cas ça avait l'air d'être déjà bien discuté. Et ensuite, du coup, à proximité plus proche cette fois, il y a le parc de Carreau. Là, vous aurez 8 éoliennes du coup à proximité de Saint-Abraham, avec une qui sera sur Valboost.
Et là, on est sur des éoliennes qui font, dans ce qui est déposé pour l'instant, entre 160 et 179 mètres de. Voilà, c'est des informations que j'ai pu trouver sur ce qui se passait aux alentours. C'est prévu pour quand? Je sais pas, il y a eu quelques recours, j'ai vu que ça avait été, le recours avait été prolongé là très récemment, en décembre, janvier, je pense que c'est vraiment très récent. Normalement, si tous les feux sont ouverts, on devrait pouvoir commencer la construction. Ça devrait arriver dans les années. Voilà pour la vision globale. Si on rezoome encore un petit peu, donc là, normalement, vous voyez la zone qui apparaît beaucoup plus clairement. C'est celle qui est délimitée en rouge, avec un petit bout ici sur Valdoust. À cheval sur les deux communes, on a été sur site pour vous montrer ce que ça donne de deux points de vue différents. Donc ici, on voit une partie qui, du coup, est un peu plus sur le côté, on va vraiment regarder sur la droite. C'est la vue 2 où on a vraiment la pleine vue sur la zone qui a été identifiée. Voilà pour vous donner la localisation de la zone d'études potentielles, ou ZEP comme on appelle ça chez nous. Sachant que les éoliennes sont écartées les unes des autres, donc on pourrait envisager un projet de 3 à 4 machines avec un écartement, et puis bien sûr la prise en compte d'études à venir. C'est pour l'instant au stade vraiment de préliminaire, au stade de réflexion. On vient voir le maire dans ce conseil municipal. Ah, toi, c'est pas une beaucoup. Oui, bah justement, je profite. Donc, moi, je vais aborder donc, le sujet économique. On a vu donc, auparavant qu'il y avait donc, des zones qui étaient éligibles pour un projet éolien, notamment la règle des 500 mètres qui réduit considérablement les possibilités en Bretagne d'avoir un parc éolien. À peu près 2% du territoire est éligible aujourd'hui par rapport à cette règle des 500 mètres aux habitations. Donc c'est une vraie opportunité pour le territoire d'avoir une zone éolien, et ça se décline à travers des retombées économiques qui sont diverses. D'abord, il y a les loyers pour les agriculteurs qui sont en place sur les secteurs, propriétaires, exploitants. On a tout ce qui est redevance par rapport à l'utilisation des chemins communaux. Donc il y a des conventions qui sont passées avec les communes, avec la commune, ce serait la commune de Saint-Abraham et donc plus au nord, la commune de Valdoust. Et donc ils définissent vraiment les conditions d'utilisation et les revalorisations. Donc on va en parler juste après. Vous avez également toute l'activité économique autour du projet éolien, que ce soit en phase développement, en phase construction principalement, mais aussi en phase d'exploitation. Et également les retombées qui sont fiscales et qui permettent d'avoir des retombées économiques qu'on va détailler juste après. À cela, nous, Velocita Énergie, on est vraiment sensible à ce que la transition énergétique passe à travers aussi l'élaboration d'un parc éolien. On veut compenser des nuisances, mais aussi on peut permettre au territoire d'avancer sur des problématiques. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Cette transition énergétique, elle coûte cher. L'énergie coûte de plus en plus cher sur les territoires. Donc, les mesures qui visent à travailler sur l'efficacité énergétique des bâtiments, la sobriété énergétique, ce sont des choses qui peuvent être mises en place justement dans les études et en lien avec le projet. La mobilité, les arts, le paysage, la biodiversité, l'éducation à l'environnement, tout ça, ce sont des grandes idées qui doivent éclore à travers aussi des comités de suivi du projet pour voir qu'est-ce qui pourrait être le plus pertinent pour vous sur les territoires. Et concrètement, sur certains de nos parcs, on a eu des parcs de découverte, des sentiers pédagogiques qui ont été une rénovation de salles des fêtes, d'églises, de lavoirs, des choses qui ont fait sens pour le territoire. Donc voilà. Donc je reviens sur les aspects purement économiques, parce que ça, je pense que c'est la première des choses qui vous intéresse dans la mesure où c'est difficile, hein, le maire, de trouver des budgets aujourd'hui. Hein, vous allez arriver dans le stade des budgets. Donc ça peut vous donner une idée, à partir du moment où un parc éolien est en fonctionnement, des retombées d'abord fiscales, donc l'estimation à 2 éoliennes sur la commune
de Saint-Abraham, et puis on va dire 2 éoliennes sur la commune de Claro-Val-d'Oust. C'est quelque chose qui aujourd'hui est tangible. Encore faut-il vérifier ça par les études. On serait donc sur un montant qui avoisine les 20 000 € pour Saint-Abraham, et une part qui revient à la communauté de communes qui est environ le double, plus une partie pour le Morbihan et la région de Bretagne. Au niveau des servitudes et l'utilisation des chemins, on est sur des montants qui avoisineraient les 1 000 € par an. Et donc, pour avoir des mesures d'accompagnement également, qui sont là forfaitaires et en lien avec la définition du projet, qui serait autour de 60 000 €. Qu'est-ce que vous appelez les mesures d'accompagnement? C'est ce qu'on a vu juste sur la planche précédente. Voilà. Je peux détailler si vous le souhaitez. Parce que je vous ai dit qu'il fallait faire assez vite, donc c'est pour ça, mais en tout cas, on est sur ce type d'accompagnement. Donc voilà, revenu sur toute la durée d'exploitation d'un parc éolien, ça fait quand même une somme d'argent qui peut être mise en place pour la commune et qui permet de compenser l'impact que peuvent avoir les éoliennes dans le paysage. On est fini sur ce, sauf si vous avez besoin de précision sur l'aspect économique. Et juste pour conclure, donc du coup, aujourd'hui on est venu faire une simple présentation à l'ensemble du conseil pour vous montrer l'état de notre réflexion à ce jour et vous la partager. Dans l'idée, s'il y a une volonté d'avancer, les prochaines étapes qui sont listées ici, les 2 premières qui sont importantes, c'est une délibération du Conseil pour nous autoriser à lancer les études techniques, réglementaires, etc., environnementales, et en parallèle, le démarchage des propriétaires fonciers. Donc ça, c'est pas une délibération du Conseil municipal, c'est plus une autorisation formelle. On n'est pas obligé de vous la demander, mais dans notre travail de transparence et de co-construction, on ne va jamais démarcher les propriétaires fonciers sans avoir l'accord, entre guillemets, de l'équipe municipale. Parce qu'il n'y a rien de pire, ça arrive avec certains développeurs, il n'y a rien de pire que des propriétaires fonciers qui se fassent démarcher et après qui viennent en mairie se plaindre ou en parler et que vous ne soyez pas informés. Donc c'est pour ça qu'on vous demande à chaque fois l'autorisation et on ne le fait pas sans votre accord. Donc ça, c'est les 2 premières étapes qui sont indispensables le plus tôt possible pour pouvoir avancer sur le projet. Et derrière, ça permet de lancer les études de faisabilité, la mise en place d'un comité de suivi avec les élus de la commune, de la communauté de communes, etc. Le lancement de la démarche de concertation dont on a parlé tout à l'heure un petit peu avec les ateliers, etc., avec la population. Et en particulier, un point qui montre que le projet avance, c'est l'installation de ce qu'on appelle d'un mât de mesure. Donc c'est un mât de plusieurs dizaines de mètres de haut, quasiment 100 mètres, je crois. On est à 80 mètres, 100 mètres, pour affiner les études techniques et mesurer la ressource en main, parce que même si on a des grandes données statistiques, etc., on peut avoir une mesure à l'endroit où sera implanté le parc. Et c'est surtout les banques qui nous demandent effectivement pour le financement des projets d'avoir des mesures précises sur le parc. Si on vient ici, c'est qu'on sait qu'il y a déjà du vent, mais il faut pouvoir se prémunir de ça. À vous, si vous avez des questions, des interrogations, des compléments, n'hésitez pas. Quand vous démarchez les propriétaires fonciers, si toutefois les propriétaires sont très fermés, vous poursuivez ou Le projet ne peut pas se faire sans eux. Le projet ne peut pas se faire sans eux. S'ils sont contre, il faut une promesse de bail pour avancer sur le projet s'ils sont opposés. Et qui ne veulent absolument pas changer d'avis. On a un spécialiste du démarchage foncier au sein de Vélocita qui ne s'occupe que de ça et qui le fait pour tous les projets. Et ça lui arrive sur des projets où pourtant l'équipe municipale est favorable, le site est très intéressant, mais les propriétaires fonciers ne peuvent absolument pas en entendre parler pour des raisons personnelles. On ne cherche pas à critiquer ou à dénoncer quoi que ce soit. Du coup, le projet s'arrête, puisque sans accès au foncier, le projet ne peut pas s'arrêter. Et sur votre projet, vous savez combien de propriétaires fonciers? On a lancé l'identification. Il y a 3 parcelles pour moi.
Il y a 3 parcelles différentes, mais je ne sais pas si c'est le même propriétaire foncier ou si c'est différents propriétaires fonciers. Mais ça, c'est des informations qu'on C'est différent, c'est pas qu'un seul. C'est sûr, la personne. Non, surtout qu'il y a deux pas choses. vraiment que ce soit un 2 ou 3, 4 ou 5. Je ne sais pas sur la carte de chez moi, oui. 4. Ce qui est relativement peu, hein, finalement. Des fois, on a des territoires qui sont très morcelés et dans lesquels on va composer avec 10 propriétaires fonciers. Mais c'est vrai que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on n'est pas en mesure de vous dire où seraient les éoliennes, parce que ça fait partie d'un des sujets de la gouvernance, à savoir là où d'un point de vue foncier on peut les installer. Une éolienne peut être mitoyenne. Pardon? Elle peut être mitoyenne entre deux. Entre deux propriétés? Oui. De toute façon, il y a un survol de la pale qui fait partie de l'autorisation. Donc, quand vous installez une éolienne avec une pale qui fait 50 mètres de long, vous avez forcément un survol sur la parcelle des côtés, même si on la place sur une parcelle, elle peut déborder sur une autre parcelle. Ça dépend de la taille de la parcelle, évidemment. Mais en général, on s'arrange pour avoir une possibilité foncière assez ouverte, assez large, parce que effectivement c'est important le sujet foncier, mais ce qui est le plus important, c'est aussi la cohérence d'implantation par rapport à l'ensemble des riverains qui sont autour. On est un projet qui s'intègre aussi bien par rapport au parc éolien de Carreau. Et pour répondre sur la mitoyenneté en tant que telle, oui, c'est faisable. J'avais fait un projet éolien sur un espace qui était très très morcelé au niveau foncier, dû à des indivisions. Et du coup, il y avait peut-être sur une éolienne, il devait y avoir 15 propriétaires fonciers. Ah oui, effectivement. En fait, c'est les indivisions un petit peu historiques et rurales où on divisait les champs pour que chacun ait un bout de chaque champ. Et donc, du coup, on était sur des sillons, entre guillemets. Et donc, du coup, l'éolienne, on a énormément de sillons, énormément de petits. Ça complique le dossier. Ça complique beaucoup le dossier. Et pour combien de distance minimum entre deux? On a un peu moins d'un kilomètre. Entre deux éoliennes, ça dépend des vents. Si on peut remettre peut-être la carte pour vous montrer un peu, mais les vents dominants, globalement, ils sont comme ça en Bretagne, donc sud-ouest, nord-est. Si vous faites une implantation de ce type-là, je ne dis pas que ce sera ça qui sera retenu, mais une implantation de ce type-là, vous avez besoin, on va dire, de mettre 400 à 500 mètres minimum d'espace entre les éoliennes. Par contre, si vous les mettez dans les vents dominants, vous pouvez mettre 700 mètres par exemple minimum, parce que le vent va passer dans la première turbine, mais il va y avoir une perturbation qui va être créée, et donc pour que le vent soit exploitable pour l'éolienne qui est derrière, il lui faut plus d'espace. C'est des choses qu'on voit assez aisément sur les projets qui existent déjà. Par exemple, on voit l'implantation de ce projet. Les éoliennes sont relativement proches parce qu'elles sont toutes dans les vents dominants. Ils ont fait une ligne en fait. Ils ont fait une ligne. Ils auraient voulu en mettre d'autres derrière, il aurait fallu les espacer un petit peu plus. Comme ce qu'on peut voir ici, où elles sont beaucoup plus espacées. Mais quand il y a beaucoup de recours, par exemple, ce qui arrive à Carreau, où il y a des associations entre les éoliennes, ça veut dire que finalement vous aviez l'accord, là c'est pas pour vous, mais vous aviez l'accord de la mairie, du conseil, plus des propriétaires. Mais après il y a du préfet. Même du préfet. Parce que les recours n'arrivent qu'une fois que les autorisations sont octroyées. Même s'il n'y a pas un avis favorable de la commune, c'est le préfet en fait qui délivre l'autorisation finale. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que le conseil, ce qui est le cas je pense, la commune est opposée au projet. Il y a effectivement des associations, etc. Mais le préfet a donné son autorisation. D'accord. Parce que là, vous disiez, si nous, aujourd'hui, on ne valide pas ce projet-là, vous ne continuez pas à aller voir les propriétaires. Et dans le Donc, cas par contre, vos frères peuvent le faire, ça c'est votre. Nous, on maîtrise pas ce que Voilà. la concurrence. dans le cas de Carreau, alors si la commune est opposée, En fait, c'est le conseil municipal précédent, quand le projet a commencé, le conseil municipal était favorable. Et maintenant, il y a eu un changement d'avis. et alors est-ce que la commune va toucher des dividendes quand même? Ah bah oui, il reste. Eh ben ça,
Ah bah ça, J'ai pas entendu ça, c'est pour ça. ça c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi, parce qu'on n'entend pas ça. Ah si, bah, si, en fait, il y a des taxes qui sont définies dans la loi, et après, les répartitions, en particulier entre la communauté de communes et la mairie, c'est décidé en conseil communautaire. Donc là, il y a... Par contre, en effet, il y a peut-être des choses comme les mesures d'accompagnement, etc., qui sont plus là à la main du porteur de projet, mais ces éléments-là, c'est sûr et certain que Caro aura des retombées. D'accord. Ils ont été contre par rapport à un certain profil de projet. On a un profil aussi à ouvrir davantage au territoire, donc de meilleures retombées et puis une meilleure appropriation des sujets, même une gouvernance partagée si c'est l'orientation que souhaite le territoire. Et donc par rapport à ça, on peut imaginer qu'ils peuvent prendre une posture complètement différente. D'ailleurs, ça fait partie des sujets qu'on exploite aujourd'hui. Mais ce qui est évident, et ça c'est clair, c'est que si les communes s'opposent au projet, nous, Vélocita, on n'ira pas, même si le préfet potentiellement pourrait délivrer une autorisation contre l'avis de la commune. Nous, on estime qu'un projet doit être construit avec le territoire et pas contre le territoire. Et après, sur les histoires de recours, il y a des recours qui sont dits abusifs, des gens qui cherchent juste à ralentir le projet. En général, ceux-là sont réglés assez rapidement. Et après, il y a des recours qui sont justifiés parce qu'il y a des éléments nouveaux qui sont à prendre en compte, il y a des éléments qui n'ont pas été mis dans le dossier, donc sur lequel le préfet ne pouvait pas juger, et derrière, il peut y avoir un appel et potentiellement une décision en Conseil d'État. Donc voilà, les recours existent à partir du moment où il y a une délibération, où les permis sont délivrés par le préfet. Et il en existe de tout type. Il y a des recours qui sont abusifs, mais comme n'importe quelle décision administrative. Et il y a des recours qui sont justifiés. Dans ces cas-là, ça va en justice et chacun complète son dossier et défend son cas. Du coup, à l'avenir, comme vous dites, il n'y a que 3%, 2% du territoire qui est éligible. Donc, si le préfet, justement, par exemple, il met la pression pour avoir des éoliennes, ça veut dire qu'à un moment, si c'est pas vous, mais on pourra nous imposer des éoliennes du coup sur ces cas. Qu'est-ce qui risque d'arriver du coup? Aujourd'hui, pour répondre à ce sujet-là, vous avez peut-être entendu parler de la loi qui est en train d'être votée, justement, qui est là pour accélérer le développement des énergies renouvelables, mais cette loi elle est plutôt en train de s'orienter vers quelque chose pour cadrer les énergies renouvelables. Et donc, aujourd'hui, ce sont des zones d'accélération qui pourront être prioritaires, on va dire, sur l'ensemble des zones éligibles aux 500 mètres. Donc pour l'instant, il y a un petit peu dans le flou sur ce sujet-là. Mais ça ne veut pas dire, et je ne pense pas qu'on prend l'orientation de dire toute la Bretagne qui est potentielle au développement de l'éolien à 500 mètres, on va mettre des éoliennes. Ça sera vraiment différent. Et les élus auront la main aussi sur ces sujets-là. Et j'ai pas fait les calculs, mais on pourrait vous les donner quand on dit 2% du territoire. Le territoire français est énorme. Si on exploitait 2% de ce territoire, on aurait beaucoup plus que ce qu'on a besoin en éolien. Mais 2% c'est sur la France. Oui. Non, 2% c'est sur la Bretagne, c'est dû au mitage. Vous avez des zones en France qui sont beaucoup plus larges parce que les habitats sont beaucoup plus regroupés. Ici, dans l'Ouest, de manière générale, la Bretagne est très précurseur de tout ça. Avant, le développement éolien, c'était 300 mètres. C'était même différent. C'était pas une distance, c'était plus par rapport à des phénomènes de nuisance sonore à prendre en considération dans les études. Mais quand ils ont défini les zones de 500 mètres, j'étais déjà là à l'époque dans le développement éolien, ça a fait bizarre parce qu'effectivement, sur l'Ouest, ça a réduit les zones à peu de chaleur. J'ai une dernière question. Ah non, mais c'est intéressant. Du coup, vous parlez au niveau des pales pour délimiter pour les propriétaires déjà, donc 50 mètres. Ça veut dire que là, sur un territoire qui est entre Val-d'Oust et Saint-Ouen, sur les retombées fiscales, du coup, fiscales ou les retombées du coup. Oui. En sachant que, comment vous allez limiter, à quel pourcentage vous mettez au Val-d'Oust, quel pourcentage ça marche pareil? C'est sur l'implantation en fait. En fait, là on a fait la simulation. C'est sur simulation. l'hypothèse de 2 éoliennes implantées sur Saint-Abraham. Ouais, d'accord. C'est hors Val-d'Oust. Ok. On s'est concentré sur Saint-Abraham pour le moment pour faire cette simulation. Projet tel que imaginé pour l'instant, il
pourrait avoir à peu près 4 éoliennes, 2 sur le Val d'Oust et 2 sur Saint-Amand. Par contre, la répartition ne serait pas forcément la même, puisqu'entre Plouermel Communauté et Val d'Oust, la répartition n'est pas forcément similaire. Ce sera la même chose pour le Morbihan, la même chose pour la région Bretagne. Mais même si ce volume global serait exact, la répartition pourrait être différente entre Val d'Oust et Plouermel Communauté. Ah oui. Entre Val d'Oust et Plouermel. D'accord, ouais. J'ai déjà fait cette simulation, je ne l'ai pas. Globalement, il y a une différence de fiscalité pour la communauté de communes qui est très très réduite. Donc c'est à peu près le montant global. Vous avez fait votre présentation en fait? Non, on a rendez-vous avec Madame le maire pour un premier rendez-vous mardi soir. C'est avec le directeur général des services. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup pour le temps accordé ce soir. Merci pour la présentation. Bon courage pour la suite du conseil. Merci de nous avoir remis. Je me demandais si nous on accepte et pas de Val d'Oust, comment ça se passe? On en a que 2? Non. C'est pas l'idée de départ. L'idée, c'est pas de faire des petits projets de lissage, etc. Après, si vraiment il y a une grosse envie de faire un projet économiquement, des choses peuvent se faire sur 2 machines, ça peut être envisageable. L'idée, c'est pas de dire on peut mettre 2 éoliennes là, 2 éoliennes là-bas. Mais on est quand même dans un contexte un peu éolien, on est parti des parcs de Carreau à côté, donc on est un peu dans une extension. Pourquoi pas éventuellement? Vous avez des effets aussi de massifs où on a des côtes vallées, etc. Enfin, des petits peu à prendre en considération. Et avec une implantation à 3 machines, ça peut raisonnablement plus esthétique que 2. Tout ça se discute par la suite. En lien aussi avec les propriétaires, parce qu'effectivement, ça peut être aussi contraint ce sujet-là. Par la douce, même si la commune est défavorable. Vous avez ça un petit peu documenté. Il y a la session courriel en habilitation. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Vous envoyez la présentation. D'accord. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Ah oui, d'accord. Vous voulez retomber Au revoir. Au revoir. Merci. Oui, au revoir. Et pour les alimenter, il y avait tout le réseau qui Là, après, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on autorise en fait l'entreprise à poursuivre les démarches et surtout contacter les propriétaires. Ça n'engage rien? Bah voilà, moi personnellement, moi je suis pas opposée à l'éolien. Voilà, je dis que c'est la mixité des énergies renouvelables qui fera qu'on n'arrive pas à relever ces enjeux-là. Après, forcément, on n'est pas concerné parce que c'est pas fait. C'est toujours voilà. Oui, c'est ça. Il faut une concertation avec le Oui. Ou alors on attend effectivement que... De toute façon, on n'a pas inscrit à l'ordre du jour une délibération. Donc l'idée c'est peut-être, vu la présentation qui va être faite au Val d'Oust, on se concertera, on verra... On fait comme ça, du coup on en reparlera, j'échangerai avec Florence Prunel. D'accord ?
Ok. Alors, désignation de secrétaire de séance. C'est qui n'a pas été secrétaire Émilie Émilie. Ah oui, c'est assez récent. Adoption du PV de la réunion du 14 décembre. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que vous aviez des modifications? Non. Très bien. Premier point, l'adoption d'un règlement budgétaire et financier. Donc, en septembre dernier, vous savez, on avait acté le passage de la nomenclature M57 en comptabilité. Et donc on a la possibilité d'adopter un règlement budgétaire et financier que vous aviez dans les annexes envoyées. Donc voilà, ça permet de préciser en fait différentes informations concernant la comptabilité. Marion trouvait que c'était intéressant de pouvoir l'adopter. Ça définit le cycle budgétaire. Ça ouvre aussi la possibilité de gérer en fait par autorisation de programme sur les investissements. C'est-à-dire que quand on a un investissement, on a des autorisations de programme. Ça permet aussi un meilleur suivi budgétaire. C'est vrai qu'en communauté de communes, après on est sur des gros investissements, mais ça se gère par autorisation de programme. Voilà, ça définit aussi la procédure d'engagement comptable, de liquidation et de mandatement. Ça ouvre la possibilité d'avoir un débat d'orientation budgétaire. Alors, sur notre taille de commune, c'est pas nécessaire. Enfin, c'est pas vraiment d'intérêt. Mais, je ne sais plus quelle est la strate de population pour les débats d'orientation budgétaire, mais en tout cas en communauté de communes, ça veut dire qu'avant même de parler argent, on définit un petit peu les orientations à la fois sur le fonctionnement et sur l'investissement dans un débat très formel en instance. Voilà. En commune, sur notre taille de commune à nous, c'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas, voilà, ça reste facultatif. Voilà, et les maquettes budgétaires donc, sont présentées par nature. Donc vous avez le règlement budgétaire qui est adopté pour les communes de moins de 3500 habitants. Je ne doute pas que vous avez lu mot pour mot, page par page, et que vous avez plein de questions dessus. Ah ouais. Donc voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord pour adopter ce règlement budgétaire? Ça permet d'avoir un cadre. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ok. Le passage, le changement de nomenclature, Marion, ça se passe bien. Voilà. Voilà, parce qu'il y a aussi le petit... Oui, et puis je pense qu'il y avait une bonne appropriation déjà en amont. On a suivi des formations et puis il y a une maîtrise aussi. Donc voilà, en tout cas, j'en entends pas parler, donc c'est que ça se passe bien. Autre point, demande de subvention classique que nous avons tous les ans, donc pour l'école Notre-Dame de Lourdes, pour les élèves, pour le voyage scolaire. Donc les élèves partent tous les 3 ans en voyage scolaire et du coup on attribue la subvention tous les ans, ce qui permet de cumuler et de venir après en déduction pour les familles du coût du voyage. Je sais pas comment est prévu le voyage du 6 au 10. C'est cette année-là? Du 6 au 10 de quel mois? Février. Ah oui, c'est là. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, mais il y a déjà eu les 2 années précédentes. Ils font des voyages en Auvergne. C'est toujours pareil à la Mouille. C'est toujours l'Auvergne. D'accord, ils vont à la fromagerie, et ils rentrent pas depuis du C'est pas les mêmes élèves, oui, c'est pas les mêmes élèves. Mais par contre, on ne peut pas penser que c'est facile. C'est ça. J'en ai une qui a fait les 2, elle rentrait d'Auvergne et puis ils ont fait les 2. Il y en a qui ont cette chance. Et du futuroscope et puis du fou. Parce que là, depuis c'est là. Ouais. Ils font Château de la Loire puis du jour, et là, il faut regarder. regarder. Ça a changé, ouais. Ah oui, ils s'arrêtent au futuroscope toujours en rentrant. Quoi. On regarde les choses. Ils ont failli, pour une question budgétaire,
budgétaire de le supprimer, mais ils ont bien vu que. De supprimer le Futuroscope. Ouais, après, c'est le côté. C'était plus le moyen. C'est le côté attractif. Quand il y a eu des émis récemment, Oui, c'est sûr. alors là, c'est des CE2, CM1, CM2. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de neige là ou pas en Auvergne? Je sais pas. On y va pas. Ouais, il y en a un petit peu. Ils sont au mois de février. Ouais, Oui, c'est vrai. il y a eu des années, l'année dernière quand elle est allée, il n'y avait pas de neige, très peu. Il y a 3 ans, ils n'en avaient pas. Il y avait eu une journée Ils sont ou deux. du ski sur herbe. Oui, parce Mais ils font pas de trucs, ils font de la luge. Quand ils étaient si chouettes, il y en avait. c'est pas forcément possible. Non, avec Franche, ils font avec Cagna. Quoi? Ils font foire de Cagna. Ah, je sais, non, je crois pas. Oui, ça peut être autre chose, ça se passe bien. C'est moi. Je sais pas. Ici, Adrien a fait ça. T'as pas fait accompagner de Cagna, Futuroscope et. Ils ont non, ils vont. Il faut des anciens projets. C'est Cagna. On a entendu parler de. Donc on attribue la somme de 25 €. Vous êtes d'accord pour renouveler. Donc il y a 17 élèves là qui sont concernés. Je donne mon bon, Je sais que la dernière partie, alors il faut vraiment. Ouais, On a eu une lettre de subvention, enfin de l'aide de Nathalie. Ah oui. Par rapport à la vente. C'est le fruit du travail de la résidence ces dernières années. Donc tout le monde est d'accord? Pas d'opposition, pas d'abstention, 25 € par élève. Autre demande de subvention de l'école Notre-Dame sur, c'est classique aussi, pour le transport des élèves à la piscine et aussi des séances avec maître nageur. Donc là, je vais prendre alors, c'est vrai que maintenant ils sont sur 2 piscines parce que l'école continue à aller à Pleuhermel parce qu'il y a une prise en charge de Pleuhermel Communauté, donc c'est plus avantageux financièrement. C'est vrai qu'on avait eu un échange avec la directrice sur soit aller à Pleuhermel pour que tous les élèves soient dans la même piscine. Malgré tout, l'équipe éducative disait que à Malais 3, l'accompagnement des maîtres nageurs, etc., les conditions sont nettement meilleures. Donc voilà, j'avais dit qu'il n'y avait pas de raison pour qu'on ne continue pas à subventionner comme on le faisait auparavant. Donc voilà, elle m'avait quand même consulté pour voir. Donc 13 élèves de CP ont participé à 6 séances de natation, donc du 20 septembre au 22 novembre à la piscine à Malais 3. Donc sachant que du CE1 au CM2, du coup, ils vont à la piscine à Pleuhermel. Du coup, les CE1 se retrouvent avec tout ça. Parce qu'avant, ils faisaient en 2 groupes. Ah oui, Les CP, CE1 allaient ensemble. Ah oui. Voilà, et les CE1, c'est un deux. Donc finalement, ils font quand même 2 sessions à la chapelle. Parce qu'ils n'en viennent pas les 3 niveaux ensemble. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est dommage. Donc en fait, je ne sais pas si c'est gagnant. Ouais. Bon, après, il y a la participation, donc ça se comprend. C'est un seul 2, c'est un. Oui, 4. 4, mais oui, donc si, ils ont quand même 3 niveaux ensemble, sûrement, du coup, les gagnants. Parce que là, les CE1 sont tous à la partie. Ils ont commencé hier. Et les autres sont passés à la. Donc, il nous est demandé de prendre en charge les frais de déplacement. Donc, on a les factures à l'appui pour un montant total de 498 €. Et aussi le coût de l'entrée et la participation du maître nageur qui encadre pour 78 €. Voilà. Vous êtes d'accord pour accorder cette subvention? Pas d'opposition, pas d'abstention? Bien. Alors, un point sur OBC, enfin les 2 points, le 5 et le 6, qui sont sur l'approbation du rapport de la collecte
donc la commission locale d'évaluation des charges transférées. On en a déjà parlé parce qu'il y a régulièrement des changements sur ces charges transférées. Donc là, on a 4 points. Donc, le 4e doit être une délibération à part, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est pareil, vous aviez le rapport de la CLECT dans les annexes. Donc d'abord, première modification, c'est sur les modalités de calcul du tableau de répartition. Parce qu'en fait, dans le règlement de la CLECT, on se base sur un critère population. Il n'était pas précisé quelle population on prenait. Donc c'est bien de préciser que c'est la population VGF, la population qui permet plusieurs calculs, au moment où la CLECT se réunit pour parler d'un transfert ou d'un détransfert. Donc c'est une première précision. Ensuite, nous avons le détransfert des chemins de randonnée. Sur le secteur ex-guerre communauté, ils avaient transféré l'entretien des chemins de randonnée, donc les chemins de randonnée qui sont classés PDIPR, donc c'est des chemins qui sont classés au niveau du département. Et en fait, à l'époque de guerre communauté, c'était une compétence de la communauté de communes, et du coup, c'était la communauté de communes qui se chargeait de faire l'entretien de ces chemins de randonnée. Et donc, les communes, elles avaient transféré les charges afférentes à ces charges de fonctionnement. Or, sur le secteur ex-Legacy et ex-Malétroit, ce n'était pas le cas, et très souvent dans les communes, ce sont les associations qui font l'entretien de ces chemins de randonnée. Donc il a été question pendant longtemps, parce que c'est souvent revenu en discussion, est-ce que du coup la communauté de communes prenait l'ensemble des kilomètres de chemin PDIPR et se chargeait de faire l'entretien? Il a été décidé, c'est passé dans plusieurs commissions, la commission voirie, la commission... je ne sais plus, puis dans la CLECT, il a été décidé qu'il semblait plus pertinent de restituer aux communes de l'ex-secteur de guerre communauté, de leur dire, comme les autres parties du territoire, vous récupérez vos chemins de randonnée et chaque commune se charge, soit par le biais de la commune, soit par le biais d'une association, de faire ces entretiens. Mais comme il y avait eu du transfert de charges des communes vers la communauté de communes, là aujourd'hui il s'agit de leur rendre en fait ce que... Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le détransfert. Alors juste donc, les communes concernées, donc Auban, Bénion, Guerre, Montneuf, Port-Carreau, Rignac, Saint-Malo-de-Bénion. Donc par exemple pour Auban c'était 1516 €, donc ils avaient transféré cette charge-là. Donc là c'est de leur restituer les 1516 € et la commune va se charger de faire son entretien. Voilà, après c'était Bénion, c'était 371, Guerre 2100 €, Montneuf qui a beaucoup de chemins de randonnée classés, 1148 €. Voilà, donc voilà, l'idée c'est que tout le monde en fait ait le même traitement sur l'ensemble du territoire, à savoir un traitement communal ou associatif. Voilà pour les chemins de randonnée. Et le troisième point, là c'est pareil, on avait déjà délibéré en mars 2022 sur le détransfert de la cantine de Legacy, puisque c'était communautaire et finalement c'est restitué à Legacy. Et en fait, suite à des questions de certains élus qui contestaient un petit peu en fait, sur le fait que dans le calcul sur les coûts de fonctionnement et d'investissement, il apparaissait qu'il y avait un petit excédent en fait, de 1000 € à peu près, et que du coup le calcul était un peu faussé pour la commune de Legacy. Donc ça a été redébattu en CLEC et il a été considéré qu'on restait sur ce qui avait été délibéré en début d'année dernière. Donc voilà, c'est pour ça, mais comme c'est repassé en CLEC, ça doit repasser à nouveau devant les communes. Donc la proposition, c'est de maintenir ce qui avait été décidé, voilà, le détransfert de la cantine de Legacy vers Legacy. Là, le détransfert, on était sur 88 000 € pour mémoire. Donc à l'époque, voilà, il y avait eu ça vers la communauté de communes, et là, du coup, on restitue l'équipement, mais on leur restitue aussi leur transfert de charge de 88 000 € parce qu'ils ont désormais, et ils gèrent d'ailleurs depuis le mois d'août dernier, l'équipement. Donc c'est normal qu'on leur restitue le somme d'argent. Voilà.
Et donc voilà, après, sur ce 5e point, est-ce que vous êtes d'accord sur ces 3 points? Voilà, pas d'opposition, pas d'abstention. Et j'avais évoqué avec vous, là ça fait l'objet d'une délibération à part, les questions de transfert de charges sur les piscines. Pour rappel, on a 4 piscines sur le territoire, une à Guerre, une piscine découverte à Lagacilly, une piscine découverte à Serran et la piscine couverte à Malétroit. Sur le secteur de Guerre, ils avaient fait du transfert de charges des communes vers la communauté de communes. Sur le secteur de Lagacilly aussi. Sur le secteur ex-Malétroit, à l'époque, la piscine de Serran, elle avait été transférée à la communauté de communes sans transfert de charge. C'est-à-dire que la commune, elle a donné son équipement. Et voilà, et après c'est la communauté de communes qui a pris en charge l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Alors ça s'explique aussi à l'époque, la communauté de communes, donc c'était une des premières communautés de communes en France, et du coup il n'y avait pas toutes ces règles en fait de transfert de charges, donc c'était des opportunités, on peut dire ça comme ça. Donc du coup la communauté de communes à l'époque elle n'avait pas énormément de services, il y avait de l'argent, donc voilà, c'était pris comme voilà, des nouvelles compétences, et puis c'était la communauté de communes qui assumait. Progressivement, les communautés de communes, elles sont montées en puissance, en charge, en compétences, mais aussi voilà, en dépenses. Donc, et après, quand les autres communautés de communes se sont structurées, par exemple la Gacilly, ils se sont structurés, mais bien plus tard, à chaque fois qu'ils ont transféré des équipements, à chaque fois il y a eu du transfert de charges des communes vers la communauté de communes. Donc voilà, donc, nous, sur le territoire ex-CCVEL, il y a eu plein de transferts d'équipements sans transfert de charges. Pour autant, là, on se dit, c'est quand même pas normal sur un tel équipement comme la piscine, sachant qu'en plus, toutes les communes ex-Guerre et ex-Lagacilly, toutes les communes participent voilà, au fonctionnement, en fait, on leur a prélevé ces sommes-là. Et nous, alors que sur notre territoire, on a 2 piscines, 2 équipements, qui coûtent quand même, eh bien, aucune commune ne participait financièrement à ce fonctionnement. Donc on s'est dit, c'est pas juste. Donc on a remis un peu les choses à plat, ça a demandé du temps, parce qu'il a fallu 2 ans. Donc là, on arrive à un consensus, une hypothèse, où toutes les communes vont participer, et les communes qui ont un équipement vont participer davantage, ce qui semble normal. Alors, pour vous donner une idée des chiffres, alors, je vais de la tête. Pour la commune de Saint-Alain, donc sachant que les communes des ex-territoires, elles participaient, et en plus, on va leur ajouter, parce qu'on leur rajoute du coup des équipements Serran et Malétroit. Moi, je trouve, et c'est ce que je leur disais, elles sont très généreuses en fait, d'accepter de prendre une quote-part en fait sur les équipements ex-Malétroit. Donc là, on est parti sur un déficit, c'est des budgets qui sont déficitaires, hein, les équipements aquatiques. On est parti sur un déficit de 600 000 €, sachant qu'on est même au-dessus, mais il fallait prendre un montant de référence, donc un déficit annuel de 600 000 €. Ouais. Pour les 2 piscines. Pour l'ensemble. Pour l'ensemble. Ouais. Du coup, on s'est dit que la communauté de communes prenait sa part. Donc, la communauté de communes, elle prend 300 000 pour elle. Et les 300 000 restants, on se les partage en fait en fonction du critère populationnel. Et aussi, les communes qui ont un équipement, elles prennent une part plus importante. Pour Saint-Abraham, ça va nous impacter donc, sur notre attribution de compensation, c'est-à-dire ce qu'on reçoit de la communauté de communes. On va être impacté, elle va être diminuée de 2 712 €. Ça va être notre contribution annuelle aux piscines du territoire. Voilà, donc là où les discussions, enfin globalement toutes les communes, on dit bah oui, on doit faire jouer la solidarité, c'est aussi des équipements qui servent à l'ensemble de nos habitants. Après, les communes qui disposent d'un équipement, c'est là que ça a été un petit peu plus difficile de se mettre d'accord. Et du coup, Serran, dans
qui est retenu, Serran va avoir une participation de 34 847 €. Mais voilà, la piscine de Serran, je crois que c'est un déficit annuel de 60 000 €. Donc bon, ça apporte quand même, c'est un plus pour la commune. Il y a le camping juste à côté, le camping municipal. Voilà, donc l'idée c'est que la commune qui accueille, surtout qu'il n'y a pas eu de transfert de charge du tout à l'époque. Bon voilà, et la communauté de communes a beaucoup investi sur la piscine à Serran. Donc voilà, à titre d'information, l'Agacie, c'est 45 000 €. Guerre, 70 000 €. Et Malais 3, ça va être 28 000 €. Alors, la différence avec Malais 3, c'est que ce n'était pas un équipement municipal. Voilà. Alors que Serran, non, alors elle a été construite, elle a été décidée, construite par la communauté de communes. Alors que Serran, c'était un équipement communal, donc la commune, elle avait toutes les charges, et ensuite elle a transféré. Elle a eu 0 charge, mais elle a tout l'équipement sur sa commune. Voilà. Donc, à la différence de Malais 3, où c'est pas la commune qui à un moment donné a construit, qui a eu des charges afférentes, etc. Donc, par contre, la commune a mis le terrain à disposition. Donc voilà, donc, du coup, notre participation va être de 2 712 €, donc dans la préparation budgétaire, puisque ça va être effectif dès cette année. Et ils sont toujours en déficit, pourquoi? Parce que c'est des équipements qui coûtent très cher par rapport à ce Ouais. que ça rapporte. Globalement, tous les équipements aquatiques sont des équipements déficitaires. C'est Ouais. Ah oui, Ouais. en fait, Et ça va l'être de plus en plus avec Ah oui, l'augmentation des coûts ouais. d'énergie. Gaz, C'est chauffage gaz, non? C'est même pas l'énergie. Oui, c'est gaz parce que du coup, c'est on gaz avait. de chauffage. Ouais, mais du coup, on a pu se rapprocher avec un contrat avec Morbihan Énergie, du coup, ce qui a permis de. Ouais. C'est-à-dire que la communauté de communes est intervenue quand la piscine avait décidé de fermer. Ouais, parce qu'en fait, donc, la spécificité de la piscine à Malais 3, c'est que c'est une délégation de service public. Donc la gestion a été confiée à un privé, oui, un privé qui est spécialiste en fait vers Marine, qui a plusieurs piscines en gestion. Et effectivement, face à l'augmentation des coûts, ils avaient demandé un rendez-vous pour renégocier la convention. Mais voilà, ils n'ont pas forcément attendu. Après, il y a eu une décision nationale où ils ont fermé tous les équipements. Et du coup, la communauté de communes est rentrée, s'est rapprochée de Morbihan Énergie. Et du coup, il y a eu possibilité de se raccrocher au contrat de Morbihan Énergie pour avoir une hausse mesurée en fait des prix. Donc voilà. Mais ceci étant, il va y avoir quand même, il y a une demande de renégociation du contrat en fait de délégation. Au moins à moitié, quoi, la nécessité d'énergie à l'époque, alors qu'on était déjà. Ouais, mais tu sais, c'est un projet qui date. On en parlait, les énergies renouvelables, mais en fait, pas comme ça, ce serait maintenant, effectivement. Mais maintenant, enfin, je discutais avec un président de communauté de communes dans le 35, ils avaient un projet de construction d'une piscine, ils l'abandonnent. Parce que déjà, sur des équipements déficitaires, demain, Ouais, c'est pas gagné. non. Demain, ça va être des gouffres. C'est rendu, c'est une chaudière à bois. C'est mieux, ils s'en sortent mieux financièrement. Alors, du coup, la piscine de Serran, elle fait aussi partie du contrat de délégation avec le délégataire. Après, c'est différent parce qu'elle est pas ouverte sur l'année. Donc, voilà. Mais ça fait rien, il y a quand même 60 000 € de déficit sur cette équipe aussi. Oui. Elles sont toutes dans quoi, parce que... À Guerre. au bois aussi. Ah ouais. Non, c'est parce que je pensais à Émilie quand tu nous parlais une fois de la piscine de Léon. Tu viens de Léon. Et c'est pour ça. Et la nouvelle piscine sur le permis, c'est un stade de projet. Moi, j'ai lu aux informations un maire qui louait sa piscine. 1 500 € par an. Qui loue à qui?
si quelqu'un veut faire un truc à moitié, c'est son page. C'est une petite piscine, quoi, du coup. Ah non, c'est une piscine. Non. Communal. Il loue ça, puis il loue deux, trois autres choses, notamment ça le communal. Mais il louait, mais il disait, 1500 € la journée pour un mariage, pour L'anniversaire, après, voilà, les piscines fonctionnent bien, hein, clairement, mais après, voilà, du coup, Et c'est pour ça qu'il est important que quand tout à l'heure il faut que nos élèves, que tous nos élèves, aillent dans les piscines. En fait, c'est ce qui me permet de dire que c'est une nécessité, puisqu'il y a, dans la loi, c'est obligatoire. Oui, dans l'apprentissage scolaire. S'il n'y a pas de piscine. Ça a été un équipement qui a été construit, enfin pensé et construit essentiellement pour l'apprentissage scolaire. C'est pas un bassin olympique, c'est pas un bassin ludique, hein, c'était pour répondre aux besoins parce que les écoles avaient du mal à avoir des créneaux à Pernelle en fait. Voilà, mais l'équipement fonctionne bien et les gens sont plutôt très satisfaits de l'équipement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais voilà, c'est pas un équipement ludique, mais c'est voilà. Donc, mais c'est vrai que voilà, c'est une piscine qui depuis le début est un peu maudite, quoi, qui n'a fait que enchaîner des galères. Quand elle a été prête à ouvrir, c'était le Covid. Enfin, après la crise énergétique, enfin, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a des fois des équipements comme ça qui cumulent. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc là, pourquoi on prend une délibération à part, en fait, c'est parce que dans les modalités de calcul, c'est le fruit en fait de discussions, de négociations, etc. Et on a dérogé en fait au principe qu'on a écrit dans notre règlement de transfert de charge. Parce que voilà, il y avait des spécificités donc en fait, ça va nécessiter l'unanimité des conseils municipaux pour que ça se fasse. Donc c'est pour ça que c'était important de prendre le temps, parce qu'il fallait embarquer avec nous, voilà, notamment les communes de Malétroit et de Serran, qui au départ étaient contre. Donc voilà, maintenant, voilà, au vu du geste de solidarité que l'ensemble des communes du territoire font, on espère bien que les communes de Malétroit et de Serran vont aussi voter ça et que ce sera à l'unanimité qu'on va pouvoir enfin mettre en place pour ramener effectivement 300 000 € à la communauté de communes. Voilà. Si elle refuse. Et bien si elle refuse, ça, il faut l'unanimité. Ouais, ça fait déjà 2 ans qu'on y est, donc je pense que ce serait plutôt mal perçu. Mais bon, après, voilà, c'est la démocratie, mais je ne sais pas comment. Mais j'envisage pas. Mais vu que, voilà, on vient de discuter. Et c'est vrai qu'à la dernière collecte, le maire de Serran a fait une proposition basée sur d'autres critères qu'ils avaient vus ensemble, qui faisait très peu varier, en fait, leur participation. Enfin, c'était, je ne sais plus si c'est indiqué, mais voilà, ça devait varier à quelques milliers d'euros, mais c'était pas, ça n'a pas été retenu. La CLEC a dit, non, on reste sur cette hypothèse, ça nous semble le plus juste. Donc voilà, donc c'est ce qui est proposé en validation avec les conseils municipaux. Voilà, donc à suivre, et après le conseil communautaire devra aussi se prononcer une fois que tous les conseils municipaux se seront prononcés. Voilà, pas d'opposition, pas d'abstention là-dessus, non? Très bien. Ensuite, on a un dernier point qui est la motion de soutien au centre hospitalier de Pernelle. On entend effectivement souvent parler que notre centre hospitalier est en difficulté. Est-ce que vous voulez qu'on lise la motion? Est-ce que vous en avez droit, Valérie? Ok. Donc, sensible à la désertification médicale et à l'attractivité du territoire, dans l'intérêt de la population du bassin de santé, nous, élus alors, du pays de Pernelle, parce que toutes les communes sont invitées à prendre cette motion, donc demandons à l'Agence régionale de santé, tout d'abord, le maintien de la MCO, la médecine, chirurgie, obstétrique et maternité,
le maintien des urgences à 24 heures sur 24, le recrutement des praticiens donc, de MCO à temps plein sur le site de Pleuhermel, la gestion locale du personnel soignant, la réhabilitation immobilière du site de Pleuhermel pour répondre aux réels besoins de la population. Donc les constats, l'hôpital public est à bout de souffle, ce malaise hospitalier n'est pas récent, mais nous nous approchons dangereusement du point de rupture. Globalement, les prises en charge se dégradent et la bonne continuité des soins est de plus en plus remise en question. Les importantes difficultés rencontrées au centre hospitalier de Pleuhermel, avec la diminution de lits de chirurgie, les fermetures partielles de salles d'opération et ponctuellement d'un service de médecine, ainsi que la fermeture au public à plusieurs reprises du service des urgences, en sont d'ailleurs une illustration flagrante. À un moment charnière pour les hôpitaux, qui connaissent des tensions graves et inédites, à la fois budgétaires, sociales et médicales, les élus du pays de Pleuhermel souhaitent solennellement et à l'unanimité interpeller l'Agence régionale de santé pour que soit réaffirmée et consolidée la place du centre hospitalier de Pleuhermel dans le système de santé. En effet, lorsqu'en 2016, le centre hospitalier de Pleuhermel a intégré, avec d'autres hôpitaux de l'Est du Morbihan, le groupement hospitalier de territoire Brocéliande-Atlantique, l'un des objectifs annoncés était de conforter l'offre de soins hospitaliers au sein de l'établissement pleuhermelais, en axant les efforts de la complémentarité des ressources avec l'hôpital-centre qu'est celui de Vannes. Force est de constater que les synergies et améliorations promises ne sont globalement pas concrétisées. Depuis 2015, 75 postes de travail ont disparu, dont 46 pour le seul personnel soignant. Le nombre de lits n'a cessé de diminuer, tout comme les effectifs médicaux. Les nombreux départs de médecins spécialistes, un gynécologue, radiologue, un chirurgien viscéral, ne sont pas remplacés ou seulement à temps partiel sur le site de Pleuhermel par des médecins spécialistes qui sont recrutés par le GHPA. Avec la mise en place de la direction commune, qui est basée à Vannes, le centre hospitalier de Pleuhermel devient de plus en plus dépendant de l'établissement vannais. Sa capacité d'organisation au sein de ses propres services est de fait remise en cause et mise à mal avec la rotation importante des médecins présents à temps partiel sur le site de Pleuhermel. C'est d'ailleurs cette rotation, parfois mal acceptée par les médecins vannais eux-mêmes, qui peut nuire dans les faits à la continuité des soins, mais également à la solidité et pérennité des relations avec les équipes de soignants de Pleuhermel. La crainte exprimée est que, dans l'avenir, les gardes chirurgicales viscérales, comme actuellement en orthopédie, soient prises uniquement à Vannes. Plus de gardes locales la nuit à partir de 18 h, ni le week-end. Il y aurait de dangereux retards en termes de prise en charge des urgences sur notre partie nord du territoire de santé numéro 4. La présence continue de chirurgiens viscéraux sur Pleuhermel est donc indispensable. La fermeture ponctuelle des urgences nous a également inquiétés. Dans un contexte de désertification médicale, cette rupture d'accès aux soins ne saurait être acceptée. Et si demain le centre hospitalier de Pleuhermel venait à manquer de gynécologues obstétriciens ou encore d'anesthésistes réanimateurs, est-ce la maternité qui devra à son tour fermer ses portes au public? Certes, de nouvelles consultations spécialisées apparaissent. L'IRM tant attendu fera bientôt son arrivée et un nouvel EHPAD sera enfin réalisé. Mais l'enveloppe budgétaire pour les travaux de réhabilitation du centre hospitalier est bien moindre que celle initialement prévue. L'enveloppe annoncée en juin 2021 est passée de 55 millions d'euros à 20 millions d'euros en 2022, dont 13 millions d'euros pour le nouvel EHPAD. Ce sous-investissement pour la modernisation du site pleuhermelais peut laisser penser que l'établissement glissera peu à peu dans la catégorie des hôpitaux de proximité sans chirurgie ni maternité. Les élus du territoire, représentants de la population, réaffirment leur soutien indéfectible à l'hôpital de Pleuhermel, qui doit rester un établissement de spécialité avec la chirurgie et la maternité. S'il doit exister une complémentarité entre les différents hôpitaux du GHBA, celle-ci ne doit pas se faire au détriment des missions du centre hospitalier de Pleuhermel. C'est pourquoi les élus demandent des engagements fermes sur le réel projet envisagé, avec un calendrier de mise en œuvre et un budget circonstancié. Voilà, je ne sais pas les retours que vous avez, les professionnels du milieu médical.
la réputation de l'hôpital le permet, ça. Ouais. Voilà. C'est clair que c'est indispensable enfin, sur un territoire comme le nôtre. Oui, en plus, qui accueille. On a diminué l'hôpital au moment où le secteur, enfin rien que Puermel en elle-même a vachement grandi. Ils ont déjà presque plus de place pour accueillir du monde. Et en fait, on va diminuer l'hôpital. C'est pas logique. Enfin, et demander aux gens de faire plus de kilomètres de distance dans l'urgence. Donc, je sais pas. Donc en tout cas, voilà, réaffirmer notre soutien, je pense que c'est indispensable. En termes d'attractivité de notre territoire, c'est important. Et en termes de proximité, effectivement, il faut que ça devienne juste un hôpital de bobologie, en fait. La maternité, c'est aussi important. Mais avec des naissances en bassin. Bah, par contre, Et la problématique du recrutement des médecins, c'est plus facile de recruter des médecins sur le littoral qu'en milieu rural. C'est ce qu'ils disent. On a telle époque. Ils viennent ponctuellement, mais ils ne s'installent pas sur le territoire. Déjà, pour faire leur consultation, c'est on va voir chez les médecins généralistes, on a une vague de départ à la retraite. Mais ça, c'est une catastrophe. Ah ouais, franchement. Moi, j'ai des patients, ils n'ont pas de médecin traitant. Ils ne savent pas qui s'adresser. C'est scandaleux. T'appelles qui? C'est quoi le besoin? J'appelle qui? Ils sont stressés. Et puis, c'est que des remplaçants, ils ne restent pas longtemps, ils ne voient jamais la même personne. C'est vraiment. Ça, des spécialistes aussi. Rendez-vous avec des spécialistes. Parcourir des kilomètres et puis s'y prendre très en avance. Voilà, donc écoutez, je vous propose d'adopter cette motion de soutien. On est d'accord? Très bien. Voilà, donc on a plusieurs questions diverses. Alors, juste un compte rendu des décisions. Donc, on a sollicité une subvention auprès du ministère de la Culture pour l'étude préalable à la restauration de statut d'adulte à l'enfant. Et dans le cadre du dispositif Argent de poche, comme l'année dernière et avant, on demande une subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale. Donc, on demande très en amont, puisque l'année dernière, effectivement, on a été hors délai. Voilà. C'est Alexandra qui vous a repassé l'information sur la réunion du 10 février à destination de l'ensemble des élus sur la présentation du projet de territoire et aussi des nouveaux services de mobilité. Donc voilà, si vous êtes disponible, n'hésitez pas, on pourra covoiturer. Un petit retour sur les commissions communautaires, si vous avez participé à des commissions. Et après, on va revenir sur les scénarios d'aménagement du lotissement. Qu'on en discute et qu'on fasse part de nos souhaits au bureau qui attend pour avancer. Est-ce que vous avez assisté à des commissions là? On attend depuis décembre. Il n'y a pas eu de bah non, c'était malade. Bah si, il y en a eu. Si, le 20 décembre. Oui, c'est bon. Ouais, le 19. Voilà. Donc, qu'est-ce qui c'était? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand-chose à l'heure du jour. Juste dire peut-être qu'effectivement la ligne est venue pour les vestiaires. Pour les vestiaires, pour voir si dans le cadre. Il était apte le vestiaire. On a fait le conseil, la visite avant. Ah ouais? On en avait déjà fait? Ah ouais, peut-être. On va lui vite fait. Ah ouais, peut-être. Non, il lui ouvert bien dessus. On a fait le conseil après. Après la visite, j'ai dit autre. Ah ouais, d'accord. C'était avant le 14 décembre. Ouais, non, ouais. Projet sur son cours. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une autre réunion?
Non, non plus. Les gens, c'est- Ouais, bah, après, il y a eu la période des fêtes. Hein. Je descends au service aux familles, mais je sais pas si faut que je regarde. Et il n'y avait pas eu là cette semaine? Non, je l'ai dit, mais c'est pas lui. Ah d'accord. L'année prochaine, Parce que bah, il n'y avait pas. Il n'y avait pas assez suffisamment. et nous, on a une réunion aussi du prochain mars. Je crois que c'est ça, les mars. D'accord. J'ai vu la date de Ah, à Paris, ben, j'ai pas de retour depuis. On a eu le toboggan, on a eu les jeux. En fait, il y avait une marche et une contre-marche d'abîmés, donc Manutan a été contacté. Ils sont intervenus, ils ont demandé, sauf qu'en fait, il a constaté que toutes les autres marches sont défectueuses. Donc il va falloir changer toutes les marches de structure de la c'est un défaut de production. Donc je pense que c'est un défaut. Ouais. Je n'ai pas de retour depuis, je sais. Sur l'ensemble des marches, d'intervenir, le prestataire qui est venu changer une marche et qui a vu que deux autres qui étaient défectueuses, il faut tout changer. Mais ça, je ne sais pas, ça suit son cours aussi, je pense. Par exemple. Et du coup, c'était la structure qui était. Non, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle qui avait eu. Et qui a été choisie, parce que justement, celle d'avant, l'ancienne, était super bien. Ouais. Il y avait pas de... Et en fait, elle est déjà défectueuse. C'est un défaut. Moi, je pense. Ouais. Je pense. Ah ouais. Ils n'ont pas l'air d'être embêtants, je pense qu'ils vont réparer et puis. Non, ok. Le prochain conseil, ce sera 1er mars. Dans l'idée, c'est de voter gestion compte administratif et budget. Sauf, vu qu'on a changé de trésorerie, on est maintenant à Petit-Vie, on n'est pas sûr d'avoir les éléments. Donc, auquel cas, on ne votera pas, mais on votera en année, si jamais on n'a pas. Donc voilà, bon, Marion a travaillé, moi j'ai pas mis encore mon nez dans les chiffres, mais Marion a avancé un petit peu là-dessus, on va faut y travailler d'ici le mois de mars. Voilà, je vous propose de revenir sur les scénarios d'aménagement du lotissement. Oui, j'ai eu Idéo qui est passé aujourd'hui suite à, tu sais, à mon énergie. Pour les heures, tout ça, l'économie d'énergie et tout. Donc, j'ai fait passer le de Idéo aujourd'hui. Et donc, il m'a appelé. Alors, il y a une bonne nouvelle, à savoir que, comme il y a déjà une antenne dans le nouveau poste, ils vont enlever cette antenne et ils auront la place nécessaire pour mettre la nouvelle. Parce que ce qu'il craignait, c'est qu'en fait, l'armoire se trouve trop petite. Parce qu'il faut 13 modules pour installer cette antenne. Donc c'est cette antenne qu'on va pouvoir gérer en direct. Une bonne nouvelle, c'est que le lieu de la machine, ça va être madame. Ouais. Parce qu'en fait, ça va être installé sur le poste, sur un PC. D'accord. Et il va donc me faire un devis pour l'armoire là. Il m'a dit c'était pas très compliqué, il m'a dit c'est assez facile. L'armoire au fraîche. Oui, pour remplacer là et en mettre une là. D'accord, ah oui. Et on est subventionné à 30% par mon bien énergie. Ok, très bien. Tu avais au courant quand on va le Vous avez reçu un j'avais envoyé la présentation pour ceux qui n'y étaient pas. Tu peux l'envoyer. Bon, ça va être ça que tu veux ça. Non, je les cherche, je vais enregistrer dans mes documents. J'ai fait mes devoirs aujourd'hui, j'ai un peu de temps. Moi j'ai vu, il y a déjà un moment, alors ouais.
pas. Du coup, je reviens peut-être pas sur le contexte, etc. On passe directement aux esquisses. Ceux qui n'étaient pas là, vous aviez pris le temps de regarder ou pas? C'est déjà une maison peut-être C'est une grande maison. Voilà. Donc, il y avait, je n'ai pas regardé depuis, mais il y avait 3 scénarios. Donc, il y avait ce. C'est pas très net là-dessus? Ça va? Ouais. Donc, il y a ce premier scénario d'aménagement. Donc, on a la voie d'accès qui est au-dessus du cimetière, ici. Hein. Voilà, donc qui dessert le lotissement avec une placette centrale et avec 8 places de stationnement. Ce serait une voie à sens unique, ici, et ensuite on ressort en passant par le lotissement Valette. Non. Attends. C'est un projet comme ça. C'est le premier projet. Ah oui, pourquoi il y a deux fenêtres? Ouais, bah, c'était une erreur. Mais il y avait peut-être un parking Non, derrière. c'est à sens unique. C'est marqué en haut, point, en sens unique. Alors, c'était juste pour aller au parking du cimetière. Et du coup, là, il y avait une petite voie de repli, en fait. Il y avait 2 voitures à. Voilà. Donc, dans ce scénario-là, on a 17 lots, 1993 mètres carrés de foncier cessible. Sachant que c'est pas trop ça qu'il faut qu'on regarde, c'est plus le principe d'aménagement, en fait. Parce qu'après, les parcelles, on peut les diviser un peu autant qu'on veut et définir. Voilà, exactement. Donc, après, selon l'aménagement, il y a plus ou moins de voiries, donc plus ou moins de foncier cessible. Donc voilà, là on est dans un aménagement où on va passer par le lotissement. Second aménagement, on est sur une voie à double sens. On a aussi cette possibilité-là de faire un parking aussi ici. Hein. Voilà, là c'est une place centrale du coup, avec aussi des places de stationnement. On est dans des scénarios d'aménagement un peu différents. Et là, on ressort par là. Avec la difficulté ici, voilà, une voiture qui va venir, un visiteur qui va venir, il va falloir qu'il fasse demi-tour, etc. Il faut voir les derniers terrains en bas en premier, parce qu'autrement, pour l'aménagement, quand on voit les camions déjà à la fin dans ce souci, à mon avis, pour l'accès des sur chantier, ça sera compliqué. Hein. C'est surtout celui-là. On sera dans le même cas de configuration. La figure de l'eau 11, c'était un lot 11. Bon, après, ça c'est, comme il disait, même là-dessus, tout est encore réajustable. Voilà. Et du coup, il y avait cette troisième essai avec plutôt. Voilà. Donc, pas de passage par le lotissement. Avec un sens en fait giratoire. Une placette de 2 une petite placette avec des places de stationnement aussi. Voilà. Je sais plus ce qu'on avait dit, mais il y avait un. Sur celui-là? Ouais, enfin, celui-là ou les autres, mais on avait un petit 2. Oui, voilà. Et c'est le 2 qu'on a choisi. Ah oui, voilà. C'est celui qui a été fait par la stagiaire. Exact. Et c'est celui-là qu'on. C'est quoi la différence? Oui, voilà. C'est quoi la différence? Elle a moins de l'eau. Elle a fait. Non, en fait, c'est
la même chose, mais elle a fait les implantations des maisons par rapport au soleil. Par rapport au soleil. Par rapport au vis-à-vis, par rapport au soleil, elle a calculé les Elle avait ombres. plus de temps Voilà. à travailler. Ouais. Pour faire en sorte que selon l'emplacement d'une maison, ça n'ait pas d'incidence sur le terrain d'à côté en mettant de l'ombre dans le jardin. Ouais. Donc on voit un peu les ombres portées en fait. Vous voyez, Donc là aussi sur les lots, chaque lot est mieux desservi, en fait plus accessible que dans les schémas précédents. Il y a, là, il y a juste en mitoyenneté, il y a, après c'est des propositions aussi, mais c'est des lots un peu plus indépendants en fait, par rapport à... Vous voyez, ici, là, on est plus sur de la mitoyenneté. Il le faut. Si c'est une mitoyenneté virage, c'est moyen. Bah, c'est souvent ça. Il y a des espaces perdus Ça touche super bien des maisons qui dans le pas tout seul là. Oui. mais c'est plus sécuritaire par exemple. Oui, et aussi, ça me revient, mais pour les accès pompiers aussi, c'est plus facile. C'est plus facile. Puis il y a toujours le côté facette. Alors là, ici, ce sera, on regardera en cheminement piéton. Voilà. C'est bien, mais de toute façon, c'est impossible de faire un chemin. Ou avec D'ailleurs, ils ont prévu un chemin à gauche et l'autre là-bas. Voilà, donc là, Oui, voilà. Après, tout ça, ça reste à redéfinir sur les cheminements. C'est bien de garder les arbres. Oui, ouais. Et surtout qu'on ne traverse pas l'autre. Voilà, il y aura juste l'accès piéton qui sera possible ici. Mais ça permet de garder les arbres, effectivement, ça fait des séparations indépendantes. Et ça fait une Si. Oui, ça fait une autre. Oui, mais Jérôme avait eu une bonne réflexion, c'est qu'il y a beaucoup de voiries sur là. Plus que dans. Ouais. C'était le coup qui Voilà, 174. Le 2 est bien aussi parce que ça fait une recette. Voilà, c'est le 1, ah oui. Ah, mais celui-là, il est. Le 2 est à 214 mètres linéaires. Puis elles sont toutes mitoyennes. Ah ouais, ouais. 111. Le premier C et le plus grand, c'est Et le premier C. Ouais, ça veut dire. Le 211, l'autre. Lequel, le premier? Non, ça y est, je l'ai 211. Ah, le premier, c'est combien? Le premier, c'est 318. Alors, il fait beaucoup de. Ah oui, et 318 et 104. Alors là, j'avais passé dans le Attends, combien? Alors, ils ont dû oublier de côté l'entrée. C'est 318 de voies à sens unique. Et là, on trouve que 211. Pas normal, c'est petit. C'est pas normal. Parce que tu as quand même le gros monceau de voirie. De toute façon, tu l'as toujours. Dans chaque projet, tu l'as. Oui, non, mais regardez, ils le disent en haut, alors c'est ça qui m'étonne. En haut, regarde, 318 mètres de voirie unique. Oui, sans unique. Sur l'autre, on n'a que 211. Mais oui, il y a la placette. Comment? Il s'est mis plus place avec placette. Oui, celui d'après. Non, t'as Oui, mais c'est ça, ils ont la voirie. Oui, mais ils n'ont pas compté la placette dans la voirie. Oui, c'est ça. Parce que c'est un traitement à part, c'est un autre. Je pense. Je pense que c'est ça. Non, ils comptent que ce qui est en gris. Ouais. Là, t'as pas trop de voirie, alors t'as 211 mètres. C'est pas énorme. Ouais, mais la placette, Placette des stations. c'est de la voirie directement. Oui, mais c'est autre chose. On roule pas dessus. On roule pas dessus. Juste pour se garer. On peut faire du pavé. Et là, du coup, ils ont matérialisé un parking, du coup, qui sert à la fois pour le cimetière ou pour le lotissement pour le visiteur, tout en gardant une petite zone d'extension, même si on n'a pas de besoin immédiat. Il y a encore beaucoup de place, mais ça fait rien. Voilà. C'est bien de ne pas tout manger l'espace.
Et c'est vrai que ça éviterait aussi le stationnement ici. Alors, par contre, il faudra traiter la sortie ici, en fait, parce qu'en termes de visibilité, Ah oui, en termes de, voilà, il faudra voir. Il faut mettre un stop, déjà, pour la sortie. Il nous avait dit de matérialiser plus, de montrer plus l'entrée d'avion. Oui, ouais, c'est ça, de matérialiser. Mais là, on n'est pas dans le là, c'est le département. Oui, ce sera à faire en lien avec eux, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il faudra faire quelque chose, en fait, le ralentisseur, il est ça que c'est au moment de la reprise. Donc en fait, là, il va y avoir des entrées et sorties, mais c'est aussi. Enfin, les gens, ils freinent juste pendant le ralentisseur. Donc après, c'est. On fait comme chez Leclerc qui fait des cartes. Oui. C'est horrible. Je dis ceux qui font ça, ils ont pas de. Ah non, c'est parti. Ah ouais, c'est horrible. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent ou des choses qui sont bien dans un des plans qu'il faudrait. La stagiaire, non? La stagiaire, bon, après, c'est pas un choix définitif, mais ils vont affiner. L'idée, c'est qu'ils ne travaillent pas sur différents scénarios. Après, à partir de scénarios, il y aura peut-être quelques variantes qui vont nous proposer, mais. On était tous plus ou moins d'accord. Oui, hein, ouais. Là, il y a 17 lots. Il y a pas mal de fonciers. Et le deuxième, c'est aussi 17 lots. Ouais, parce Oui, que c'est le même. C'est le même. C'est le même, mais. Ils ont fait pas dans plusieurs places. Normalement, c'est ceux qui sont en bas. 400 pour Carnot, celui-là 450. 450, celui-là aussi. Après, ce qu'il disait, c'est que ça, on peut faire varier un peu. Voilà. Donc là, ça va entre 378 mètres carrés et 450. C'est bien d'avoir un mix. Sur le précédent lotissement, on était sur 425, je crois, le plus petit, jusqu'à 700 mètres carrés. Il y avait 2 lots à 700 mètres carrés. Mais ceux qui étaient dans les derniers, les premiers, c'est les le premier, c'était le plus petit, et ceux d'après. Les plans, tous les plans fiscales sont Après, c'est locatif. C'est même pas même Oui. De toute façon, tu veux ça, tu peux construire maintenant. Tu peux pas faire bien. Est-ce que vous voyez des choses à leur signifier? Non, on leur donne mandat pour travailler sur ce projet-là? Moi, je trouve que ce projet-là est. Ouais. Ouais, puis, enfin, moi, je suis vraiment contente qu'on passe pas par même si, plusieurs m'avaient questionné quand on a vendu des lots, et je ne me suis jamais engagée, j'ai toujours dit, je ne sais pas, les gens n'est pas leur propriétaire, je sais qu'on amène les réseaux, ça c'est une certitude, mais je ne me suis jamais engagée en disant, non, il n'y aura jamais une liaison, mais quand même pas. Et puis, comme ça, c'est bien défini. Ouais, c'est deux univers un peu différents. C'est pas défini. C'est parfait. Pas de défilé de voiture. Non, voilà. Ouais. Parce que vraiment, c'est ça. Et puis, bah, c'est vrai que le principe du sens unique, c'est pas mal aussi. Bah oui. Moi, j'aime bien. Là, à Pleurel, ils l'ont fait. Là où ils font la nouvelle école. Ouais. Des amis qui habitent dans ce lotissement ancien. Bah, avant, je rentrais, je ressortais. Non, ils ont mis. Tu arrives par le rond-point en haut, là, tu rentres dedans et tu ressors par le Lidl. Tu peux pas, si on le fait exprès, pour éviter. Tu peux pas rentrer, tu peux pas. Oui, tu peux pas rentrer par le Lidl. D'accord. Tu sors. Ça évite que les voitures se croisent et c'est plus sécurisant. Ok, donc je leur demande de travailler ce scénario-là. Ouais. On est d'accord? Ouais. Bon,
Bon, bah, très bien. Je me remets un petit peu la pression quand même parce que ça avance assez vite parce que permis d'aménager, le fonds d'instruction. Oui, bien. Ouais, si tu peux. Après, j'ai pas connu le développement, mais C'est le premier, celui-là. Alors, on sent une maîtrise vraiment. Et on a l'avantage, c'est qu'au sein du même bureau, il y a à la fois le côté paysager et l'aspect voirie. On n'a pas un autre interlocuteur d'une autre entreprise. Ils travaillent ensemble, c'est Artopia. Ah oui, c'était pas déjà. Non. Ouais. Vraiment, enfin, on sent l'expérience. Même le plan, là. Ouais. Ouais, j'ai une maîtrise. Ok, bah je fais un petit message. Je vous apporte aussi un calendrier pour voir les échéances. Voilà, je ne sais pas si vous aviez autre chose. Non. Bien. On peut lever la séance.